Salut à tous, bienvenue dans RMC Mercato, l'émission foot de RMC Sport pour comprendre le recrutement d'un club, apprendre à construire un effectif, réussir son recrutement ou gérer une carrière de footballeur. RMC Mercato, vous le savez, là tous les jeudis à 13h en direct sur la chaîne Twitch de RMC Sport et sur la chaîne YouTube également RMC Sport. Ils sont là comme presque tous les jeudis, Rémi Dumont et Loïc Moreau, parce qu'il y a aussi des vacances à gérer. Salut les garçons. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Salut Jérôme, salut tout le monde. Et bon Moi, je suis 1er mai content à d'être tous, là. hein. Oui, c'est vrai. Excellent 1er mai à tous. D'ailleurs, on a ramené le muguet, si vous regardez. Hop, derrière vous, il est là. Voilà, ouais. Et bon barbecue à tout le monde, parce qu'on en parlait juste avant. Voilà. Pour ceux qui nous regardent en même temps, qui sont en train de faire cuire évidemment la viande ou les saucisses ou les merguez. Notre invité aujourd'hui n'est pas en train de faire son barbecue. Il a remporté les 5 principaux trophées nationaux. Champion de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions avec l'OM, vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre, champion de 2e division avec le LOSC. Il a aussi gagné la Major League Soccer avec Toronto, jamais capé en équipe de France et pourtant élu dans l'équipe type de la Ligue 1 à 3 reprises, milieu de terrain gaucher, devenu l'un des consultants de référence sur le foot français. Benoît Chéroux est dans RMC Mercato. Salut Benoît. Salut Jérôme, bonjour à tous. Ça va Benoît, merci d'être avec nous. Ça va très bien, t'avais tout bon sauf pour barbecue, il m'attend là. Ah, ce sera pas avant 14h, hein. Tu sais que t'es avec nous pendant 1 heure. Exact, j'ai prévenu tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation Benoît. On rappelle qu'on est à la veille des 125 ans de l'Olympique de Marseille, du match des légendes auquel tu vas participer et qu'on aura la chance de diffuser gratuitement sur RMC Découverte, Canal 24 de la TNT et sur BFM Marseille. Ce sera dès 20h ce vendredi 2 mai et un certain Rémi Dumont sera au bord de la pelouse, le Vénard. Oh. Et puis toi tu seras aux commentaires et puis vous serez surtout tous avec nous pour suivre justement sur les différents canaux du groupe et avec grand plaisir. Et puis Benoît, toi tu seras sur la pelouse, donc ça c'est très chouette aussi. J'espère que t'es prêt. J'espère. Je me suis préparé comme tous les anciens, je pense. Ouais. Avec un barbecue la veille, est-ce que c'est vraiment une bonne prépa, Benoît? Oui, toujours. C'est important d'être bien préparé dans la tête surtout, c'est ça. Oui. Le barbecue, il fait du bien à la tête. Ça c'est clair. On a des infos compos, on sait avec qui tu vas jouer. Toi, je sais pas si tu le sais, mais on n'a pas le droit de le dire. Ah d'accord, ok. Comme Mais il y a d'habitude, du les lourd. journalistes, vous êtes mieux informés que nous, les joueurs. C'est vrai, on en reparlera, mais en tout cas, il y aura du beau monde. Papin, De Sailly, Pires, Drogba, Nasri, Boli, Niang. Il y aura donc du beau monde et aux commentaires aussi avec Eric Dimeco, bien évidemment, et puis avec Diana Melem de BFM Marseille qui sera avec nous. On va parler de ta carrière, évidemment, Benoît, mais d'abord l'actu Mercato. Et messieurs, l'info Mercato de la semaine, c'est la probable arrivée la saison prochaine à l'AS Monaco d'Eric Dyer. Le défenseur central anglais est en fin de contrat avec le Bayern. Alors, il vaut quoi cette saison, Eric Dyer? On a posé la question à notre drôle de dame allemande sur RMC Sport, Polo Breitner. Sa réponse. J'ai presque envie de dire, j'aurais aimé dire que c'était un remplaçant de luxe, mais vu les problèmes de la défense centrale du Bayern, titulaire ou pas Mécano, Minier, Kim, il n'a pas forcément amené une sérénité où il n'a pas, on va le dire d'une façon très simple, la défense centrale du Bayern Munich, excepté le français ou pas Mécano, n'a pas le niveau pour aller chercher une place en Ligue des Champions. Évidemment, son expérience est là. Évidemment, sa nationalité fait qu'il sait aller dans les duels, sur les têtes, etc. C'est un bon gars, on va dire ça d'une façon très simple. Il va apporter une expérience des grands clubs, évidemment, à l'AS Monaco. De là à dire que ça va être une véritable plus-value et qui va lui permettre à Monaco de passer un cap, je reste extrêmement mesuré. Mais bon, il est arrivé au Bayern d'une façon assez neutre, presque le pote d'Harry Kane, mais il ne m'a pas prouvé. Le fait que le Bayern ne cherche pas à le prolonger montre ses limites, tout simplement. Alors, est-ce qu'il a été performant justement cette saison, Lolo, avec le Bayern, Eric Dyer? C'est marrant parce que Polo faisait référence à sa nationalité, tu vois, en disant qu'il était bon dans les duels et tout. Et ben il a pas tort parce qu'effectivement, si on regarde ses stats cette saison avec le Bayern, parmi les Bavarois, il est numéro 1 en dégagement défensif par 90 minutes, donc le kick and rush, cher à nos amis anglais. Numéro 1 en duel aérien disputé, numéro 3 en interception et numéro 2 chez les défenseurs centraux en termes de ballon porté. Ballon porté, je rappelle, c'est la capacité à faire remonter le bloc. Donc il a quand même des qualités, Eric Dyer, effectivement, qu'il a pu montrer notamment
parce qu'il y a eu des blessures au sein de la défense centrale bavaroise. Upamecano qui Migné, ça lui a donné du temps de jeu, puisque d'ailleurs il est titulaire ces derniers matchs avec les Bavarois. Mais bon, effectivement, quand on le compare notamment à Dayo Upamecano, il n'y a pas vraiment photo. Rémi, en termes de recrutement, si ça se confirme, ça risque de bousculer, on imagine, la grille salariale et la hiérarchie chez les défenseurs centraux à l'AS Monaco. Ouais, parce qu'on vous a prévu une autre infographie pour vous montrer la grille des salaires un petit peu, notamment des défenseurs centraux de l'AS Monaco. Alors Eric Dier touche cette saison au Bayern Munich, 417 000 € par mois. Thilo Kehrer, capitaine, joueur le plus utilisé cette saison, c'est 290 000 €. Salissou, c'est le deuxième, alors c'est le troisième joueur utilisé, enfin c'est le 14e, pardon, mais le troisième défenseur utilisé, c'est donc 180 000 € par mois. Singo, c'est le deuxième défenseur utilisé, 153 000 €. Et Mawissa, 48 000 €. Alors c'est sûr que quand on compare par exemple le salaire de Mawissa à celui de Dier, il y a un énorme écart, mais bon, il y a aussi une expérience plus costaud du côté de l'anglais, parce qu'il est international, qu'il a joué à Tottenham, au Bayern, la Coupe d'Europe. Donc forcément, ce sera à anticiper en termes aussi de titularisation, parce qu'un joueur qui touche un gros salaire avec de l'expérience, généralement, il va être titulaire. Benoît, tu suis la Ligue 1 chaque week-end évidemment, et puis on avait eu l'occasion de commenter au début de ta carrière de consultant Eric Dier avec Tottenham à l'époque de RMC Exact. Sport aussi, quand il portait les couleurs des Spurs. Est-ce que tu penses que c'est un bon choix pour l'AS Monaco avec le fait de recruter un tel joueur ? J'aime beaucoup ce joueur qui peut jouer milieu de terrain, défenseur central. Il a cette clairvoyance dans la relance, cette expérience maintenant de championnat. C'est rare pour des Anglais de s'expatrier. Ce titre avec le Bayern maintenant cette saison. Par rapport à l'effectif monégasque qui est très athlétique, qui a beaucoup de vitesse, surtout derrière, qui est bon dans les duels, je pense que ça peut être complémentaire, d'ailleurs qui apporterait son expérience. Je trouve que ce qui manque à Monaco cette saison et qui aurait pu les mettre encore un peu plus haut au niveau du classement, c'est justement cette alliance expérience-jeunesse avec beaucoup de qualité, beaucoup de jeunes prometteurs. Et peut-être qu'un joueur comme lui pourrait apporter un peu plus de stabilité dans les moments où ça va un peu moins bien aussi. Même si il y a cette barrière de la langue que Thilo Kehrer n'avait pas par exemple, et qui était vraiment un des patrons de cette défense aussi, qui était très bon aussi, qui a fait une bonne saison pour moi. Mais ça peut être effectivement un profil différent de ce qu'ils ont actuellement. Toutes les infos mercato, évidemment, avec l'avenir de Carlo Ancelotti aussi, c'est sur le site rmcsport.fr. Je salue dans le chat Ben Smile 44, MB Marron, j'ai pas de Luc, MB Marron qui nous dit j'aimais bien Benoît Chéroux comme joueur. Ben ça tombe bien, on va parler de la carrière de joueur de Benoît Chéroux. On va commencer, Benoît, par tes débuts. C'était avec le LOSC, des débuts professionnels, alors non pas en Ligue 1, mais en deuxième division. On est en septembre 1999. Quel souvenir tu gardes de tes débuts professionnels ? Une grande chance, parce que avec le LOSC où j'étais justement au centre de formation pendant 2 saisons et ensuite j'ai intégré le groupe pro, j'ai eu la chance de surfer sur les succès de cette équipe. Donc comme tu l'as dit, j'ai commencé en deuxième division au poste d'arrière gauche. Donc s'il y a des jeunes joueurs qui écoutent, c'est sûr que quand le coach m'a demandé t'as déjà joué arrière gauche, j'ai dit bien sûr coach. S'il m'avait dit t'as déjà joué gardien, j'aurais dit bien sûr coach. Pour jouer et rentrer avec les pros, tu dis n'importe quoi. Donc ça c'était quelque chose déjà d'important que je voulais dire. C'était qui le coach qui t'avait demandé ça, Benoît ? C'était Vahid Halilhodžić, donc très connu dans le championnat de France, très dur aussi. Mais justement il m'a donné ma chance, très bon coach, très dur aussi. Donc c'est bien d'avoir commencé avec lui. Parce qu'après, tous les coachs que j'ai eus paraissaient gentils et c'était facile. Mais j'ai eu la chance, comme je disais, de surfer sur ce succès du LOSC. J'ai connu la D2, on est monté dès la première saison. Donc la montée, c'est quelque chose de fabuleux. Donc la D1, juste après, on se qualifie pour la Ligue des Champions. Quelques mois après, en étant troisième, on fait le tour préliminaire contre Parme. Le grand Parme avec Di Vaio, Lamouchi, Nakata, Cannavaro, Sensini, donc une grosse équipe. On n'était pas du tout favoris, mais on se qualifie pour la Ligue des Champions. Donc en 3 ans, j'ai connu la D2, anciennement Ligue 2, la D1 et la Ligue des Champions. Donc c'était une super aventure footballistique et humaine aussi.
Est-ce que Benoît, tu pourrais nous parler de ces premières minutes quand tu joues, parce que c'est pas ton poste de prédilection justement, tu rencontres, voilà, tu vis ton rêve finalement, celui d'être professionnel. Tu penses à qui quand tu es sur le terrain? Qu'est-ce que tu ressens? J'imagine beaucoup de fierté. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Ouais, évidemment. Alors, je m'entraînais avec la réserve. C'était la veille de match. Et en fait, l'équipe était partie à Toulouse. C'était contre Toulouse en deuxième division, l'équipe pro. Et moi, j'étais avec la réserve la veille. Je m'étais entraîné. Je pensais jouer en réserve le week-end. Et en fait, Pierre Drey aussi, qui est maintenant au Racing Club de Lens, c'était le directeur sportif du LOSC. Et vient à la fin de l'entraînement pour dire que le coach a besoin d'un joueur et que c'est Benoît Chéreau qui ira, quoi, que c'est moi. Donc on prend l'avion le lendemain matin pour rejoindre l'équipe pro. Il y avait un blessé ou un malade, je sais plus. Et en fait, il me fait rentrer 5 minutes à Toulouse. Toulouse était aussi un des prétendants à la montée, donc c'était un match très très chaud. Et donc il me dit que je vais rentrer arrière gauche. Donc je rentre arrière gauche, mais il restait 5 minutes. Mais j'ai dû faire 12 km en 5 minutes, tellement je courais partout, tellement j'étais excité. Et en fait, c'est un match aussi qui m'a beaucoup marqué, d'une part parce que c'était mon premier en pro, et d'autre part parce qu'il y a une bagarre générale dans le tunnel, avec William Prunier à l'époque, qui était défenseur central du TFC, et qui avait pris un carton rouge en fait pendant la rencontre, et qui lui avait eu le temps de prendre sa douche, puisqu'il avait été exclu. Et donc, moi j'étais excité d'avoir fini ce match-là, premier match en pro. Je voulais vite rentrer dans le vestiaire pour téléphoner à toute ma famille, voir les messages et tout ça. Et en fait, quand le coup de sifflet de l'arbitre retentit, je me dirige vers le tunnel. Je vais vers le tunnel, mais j'étais tout seul, je sais pas pourquoi. Et en fait, je lève les yeux et je vois devant la porte du vestiaire William Prunier en survêt qui attendait comme ça devant la porte du vestiaire. Donc il est très impressionnant. Et puis moi, j'étais encore plus impressionné parce que je le voyais à la télé et maintenant j'étais sur le même terrain que lui. Et donc, il vient m'attraper et il me dit il est où? C'était Abdel Fahmy avec qui il s'était embrouillé à l'époque. Et donc, le temps que je me retourne, tout le monde arrive et bam, 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 c'est parti un peu en sucette dans le couloir. Et voilà l'histoire de mon premier match en pro, quoi. Beaucoup d'émotions et d'événements. T'as balancé 2-3 droites au passage ou J'ai pas eu le temps, ça a été vite parce que quand Dagui Bakary, qui était avec moi au LOSC à l'époque, est arrivé dans le couloir, tous les Toulousains sont rentrés dans leur. Et pourtant, William Prunier, c'était quand même un massif, c'était un costaud, hein. et c'était pas à attendre, évidemment. C'est vrai que Bakary, c'était aussi costaud. Hein. Ouais, exactement. Benoît, moi je voudrais revenir juste rapidement parce qu'on a parlé donc de tes débuts, mais avant d'arriver à Lille, on a retrouvé une déclat de Jean-Michel Vandamme qui était à la tête du centre de formation lillois et qui raconte en fait comment il t'a découvert. Et il raconte en ces termes-là, il dit: lors d'un match contre le Racing Club de Paris, un gamin me saute aux yeux, c'était le capitaine avec une personnalité incroyable, je me renseigne, j'apprends qu'il s'appelle Benoît Chéreau et qu'il est frère de Bruno, dont je connais déjà bien la famille, puisque ton frère t'avait précédé au centre de formation. Un jour, le papa, donc ton père, m'appelle et me propose le deal suivant: j'aide Bruno à se remettre en selle au LOSC et en retour, Benoît rejoint notre centre de formation. Je rappelle que ton frère était parti entre-temps à Lens, que ça se passait pas super bien pour lui et qu'au final, on a souvent vu forcément le prénom de Bruno mis en avant et de se dire Benoît c'est le petit frère d'eux, mais au final c'est toi qui as permis à ton frère entre guillemets de se remettre en selle parce que ton père a proposé ce deal-là pour que tu signes au LOSC. Je vois que vous avez bien travaillé parce qu'il fallait la chercher cette déclaration, mais c'est effectivement un grand tournant dans notre famille. Bruno a 3 ans de plus que moi, était parti lui 3 ans plus tôt au centre de formation à Lens à l'époque, et il était toujours son contrat. Et donc suite à ce match contre le LOSC avec le Racing, Jean-Michel Vandamme était en train de regarder le match. Comme il dit, je lui saute aux yeux, donc je l'intéresse. Il se renseigne et en fait, il me fait venir, je fais un essai et c'est concluant. Il veut me faire signer et en fait, Bruno arrivait en fin de contrat à Lens, mais ne savait pas s'il allait être gardé. Et mon père, qui est toujours très prévoyant, dit Benoît, il y a de grandes chances qu'il signe ici parce qu'on aime l'accueil, la considération que vous lui donnez et que vous nous donnez. Mais Bruno est en fin de contrat, donc c'est peut-être à surveiller, voilà. Et en fait, une semaine après, il apprend que Lens ne le conserve pas au centre de formation parce qu'il pensait qu'il n'allait pas devenir pro. Et donc, c'est pour ça que c'est comme ça que mon frère est venu dans le deal. Et donc, on a signé tous les deux en même temps. Moi, au centre de formation, j'avais 16-17 ans et Bruno déjà 19-20 ans. Donc, il a fait signer les deux, Jean-Michel Vandamme, grâce à mon père qui avait
glisser ça dans la discussion, quoi. C'est une vraie belle anecdote, ouais, dans la famille. Et quand tu fais tes débuts en première division, toi, donc, ton frère Bruno, lui, il est sur le banc des remplaçants, c'est bien ça? C'est possible. Donc là, j'ai commencé en deuxième division avec En le 99. contre Toulouse et on monte. Et donc mon premier match en D1, en Ligue 1 maintenant, c'était à Bastia, il me semble. Et je devais être remplaçant et je suis rentré. Je ne sais pas s'il était là, Bruno, ou s'il était titulaire, mais bon. Moi, ce dont je parlais, c'était ta première titularisation à toi en Ligue 1, en Division 1. Voilà, c'était en novembre. Possible, ça, j'ai pas le souvenir. Je sais même pas quel match c'était, tu vois. Le premier match, tu t'en rappelles, les premières minutes, c'était à Bastia. C'est aussi sympa parce que y a beaucoup d'anecdotes de bagarre encore, mais. Ah ouais? Mais ouais, je m'étais pris pas mal de trucs. Comme je m'échauffais, quand tu t'échauffes derrière le but. Je crois qu'à l'époque, il y avait que 3 remplaçants. Et on se prenait pas mal de papier polystyrène, des mandarines, des piles, des trucs. Ouais. Vaut mieux être titulaire quand tu joues à Bastia que quand tu es remplaçant, c'est plus risqué. Ouais. C'est un peu le club finalement des premières, le LOSC pour toi, Benoît, parce que donc tes débuts professionnels, ta première titularisation en première division, et puis aussi ton premier but chez les pros. T'as attendu 3 ans pour le mettre. T'aurais pu faire plus vite, non? Quand même, c'était contre l'OM en plus, en août 2002. Exact. Ouais, je me rappelle de ce but. Par contre, on a gagné 3-0. Il me semble que c'était le 3e but. C'était Rougneux dans les buts. Et je me rappelle exactement du déroulé de ce but. Ouais, j'avais marqué de la tête. Et à l'époque, j'avais un peu plus de cheveux et je sortais de chez le coiffeur justement. Et j'avais un de mes meilleurs amis dans la tribune. Et voilà, j'avais fait la dédicace avec la coupe de cheveux. Ça voulait rien dire, mais quand tu marques un but, surtout quand c'est ton premier en pro, tu sais pas trop quoi faire comme célébration. Surtout que moi, j'étais pas attaquant, donc j'avais pas l'habitude. Donc tu as réussi, entre guillemets, l'exploit de remporter ton premier titre en pro avant de marquer ton premier but en pro, puisque tu seras champion en 2000, champion de Ligue 2 en 2000 avec le LOSC. C'est ça, grand souvenir, champion de D2 et la montée avec un public exceptionnel, une équipe extraordinaire aussi. On se revoit avec les anciens du LOSC de cette époque et c'est sûr que ça crée des liens en fait quand tu gagnes des titres et quand tu fais une montée comme ça. Quand tu montes, ça veut dire que tu gagnes plus de matchs que les autres. Donc quand tu gagnes des matchs, tu es heureux. Comme tu es heureux, bah, la cohésion dans l'équipe est bien plus facile. Donc tu passes vraiment de meilleurs moments, de meilleurs souvenirs. Et c'est vraiment une époque fantastique. Alors Benoît, avec Benoît Costil, on avait inauguré un petit jeu. C'est que chaque club par lesquels il était passé, il nous donnait la note sur 10 qu'il se donnait sur son passage dans ce club-là. Je te propose donc de donner une note à ton passage au LOSC sur 10. Et... Loïc va aller nous écrire. Tiens, prends le micro-main, Loïc, pour que tu puisses continuer, pour qu'on puisse continuer à t'entendre. Non, je disais juste, je vais la poser sur notre. Au LOSC, on peut dire. Je vais mettre un 7. 6 ou 7. Allez, un 7. C'est le club c'est le club dans lequel tu t'es révélé et donc le club dans lequel tu t'es affirmé aussi, on peut dire. Exactement, c'est celui qui m'a permis de faire mes débuts en pro, de gagner mon premier titre, de faire la montée, de connaître en fait toutes ces compétitions. C'était un apprentissage, une post-formation accélérée, quoi. D2, D1, Ligue des Champions en seulement 3 ans. C'était une chance exceptionnelle, mais c'est sûr que un titre de D2, mais j'aurais préféré encore faire plus parce qu'on a eu après une ou deux saisons galères avec Claude Puel en D1. Donc c'était moyen à ce niveau-là par rapport Tu as aussi gagné à cette époque-là ton premier titre international parce que tu es champion d'Europe U18, non? Avec l'équipe de France, il me semble. U19. Exact, ouais. U18, U18 ou U19, je sais pas, ouais, c'est ça. Avec, il y avait Djibril Cissé, Philippe Mexès, Gaël Givet, Bernard Mendy, pour les plus connus, Nicolas Pento. Effectivement, c'était en Allemagne, il y a des super souvenirs aussi parce que c'est une bande de potes du même âge, de clubs différents, mais c'est pareil, on s'est suivi un peu toute notre carrière. Et avec gagner un titre avec le maillot de l'équipe de France, même si c'est pas Léa, c'est quelque chose. Ouais. Été 2004, Benoît, tu en as parlé, donc tu as donné son nom à l'instant, Claude Puel. Il est important dans le choix, ou plutôt dans l'évolution de ta carrière, puisque donc à l'été 2004, tu quittes ton club formateur le LOSC pour signer à la JOCR. Parle-nous du rôle donc, que joue Claude Puel dans cette histoire-là et de ton arrivée sur les bords de Lyon. Ouais, le Claude Puel, donc ça fait, je crois, 2 saisons qu'il est au LOSC. Je pense que la dernière saison au LOSC avec lui, j'étais capitaine régulièrement, donc un des 4 de cette équipe, un des plus anciens parce que ça faisait donc 5 ans en pro, mais 2 ans aussi au centre de formation, donc oui, un des plus anciens. Et c'est sûr que quand tu viens du centre, que tu évolues avec l'équipe et tout ça, tu as l'impression de faire partie des meubles. Les gens pensent du club que tu fais partie des meubles.
Et la saison commence, la saison 2004-2005 commence, donc la préparation. Premier match amical, je suis remplaçant. Deuxième match amical, remplaçant. Troisième match remplaçant, alors que j'étais titulaire tout le temps avant. Donc je vais voir Claude Puel, qui est un très bon coach, mais pas forcément un grand communicant. Donc je sollicite cette entrevue dans son bureau. Et donc je lui dis, coach, ça fait 3 fois que je suis sur le banc. Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, j'étais un des capitaines. Est-ce que vous comptez sur moi? Et là, il me dit non, je compte pas sur toi cette saison. Donc c'est une grosse gifle pour moi, parce que je m'attendais pas à ça. Et ça m'a fait beaucoup de mal sur le coup, parce que quand tu es un enfant du club et que tu penses que tu vas évoluer avec le club, et quand on dit qu'on compte pas sur toi, c'est dur. Mais j'ai comment dire, apprécié son courage et son honnêteté, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui m'auraient dit si, je compte sur toi. Puis ils m'auraient fait jouer des bouts de match et j'aurais peut-être perdu mon temps. Donc à ce moment-là, j'ai compris que j'avais plus d'avenir au LOSC. Mais ça, il te le dit tard quand même, Benoît, parce que tu nous parles de ça, mais l'entraînement a déjà repris. Enfin, s'il comptait pas sur toi, il aurait pu te le dire bien avant pour que tu puisses te trouver un club et que tu puisses t'organiser, non? Ouais, après, il est jamais trop tard, mais c'est sûr que je commence la saison en pensant que le coach compte sur moi. Donc c'est un peu une surprise et une grosse gifle. Oui, effectivement, quand je sors du bureau, j'ai pris un gros coup de massue derrière la tête, quoi. Donc je continue la préparation, mais c'est sûr que c'est plus pareil. Là, je me prépare de manière plus individuelle et j'attends des opportunités. Et j'ai de la chance de recevoir un coup de fil quelques jours plus tard, à, je crois, une semaine du début du championnat, d'un certain Giroud qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a Teemu Tainio, le joueur finlandais au milieu de terrain, qui vient de se blesser. Il est tombé à l'entraînement, il s'est cassé la clavicule. Il est blessé pendant 2 mois. Donc, ton profil m'intéresse, je vais te faire venir. Pendant qu'il est blessé, je te donne ta chance et à toi de la saisir. Donc, j'ai pas réfléchi longtemps. J'avais pas d'avenir à Lille. J'avais l'opportunité d'aller à Auxerre dans un club mythique avec Giroud, un entraîneur reconnu et des joueurs que je connaissais aussi, notamment Lionel Matisse, Djibril Cissé. Et donc, j'accepte ce challenge. Et je crois que le premier match de championnat en plus cette saison, c'est un Lille-Auxerre. Donc je fais le premier match de championnat 2004-2005 avec le maillot de la GIA au Stadium Nord à l'époque contre Lille. Tu t'es pas trompé de vestiaire à ce moment-là? Non, mais au moins ça te met tout de suite dans le truc d'essayer de prouver justement à Claude Puel, ah ouais, tu me faisais pas confiance, bah je vais te montrer que tu as eu tort. Et voilà, j'ai essayé de faire un gros match. Je me rappelle plus trop du score, je sais plus ce qu'on avait fait à ce moment-là, mais ça a été une grosse gifle. Mais j'ai recroisé Claude Puel à plusieurs reprises plus tard dans ma carrière, et à un moment donné je lui ai dit coach, merci. Il m'a dit merci. Pourquoi? Bah merci pour votre courage et votre honnêteté d'avoir me dit à un moment donné je compte pas sur toi. Et je préfère ça, de dire oui ou non, plutôt que certains coachs qui pourraient dire peut-être oui, dans la rotation tu vas être 4e ou 5e. Là, il a l'honnêteté de me le dire et ça m'a servi dans ma carrière. Et quand c'est comme ça, est-ce que quand tu reçois l'appel de Giroud, tu fais genre un petit peu, je sais pas, je vais réfléchir, ou tu lui dis oui tout de suite? Non, mais enfin, quelle posture tu adoptes, sachant que comme c'est Claude Puel qui t'annonce ça, tu disais que tu as vu l'opportunité qui a été arrivée vite d'Auxerre, mais est-ce que tu en as eu d'autres entre-temps? Comment ça se passe? Ouais, il y avait des contacts. J'étais quand même capitaine de l'équipe de France Espoir à cette époque-là. C'était Dominique l'entraîneur. Donc, j'étais quand même en vue. Et j'avais une certaine cote sur le marché, mais il n'y avait pas de piste aussi sérieuse que celle-ci. Et c'est sûr que même si elle est sérieuse et que tu dois la considérer, tu dois prendre un petit peu de temps de réflexion quand même. Mais le projet m'intéressait parce que j'avais du temps de jeu, une place de titulaire assurée pour un certain temps, au moins pendant 2 mois. Et après, c'était à moi de prendre ma chance, de prendre mes responsabilités, de montrer au coach que j'étais assez bon. Et je suis jamais sorti du 11 de départ dès l'instant où j'ai signé à la GIA. J'ai retrouvé le résultat, Benoît, c'était défaite de 0, victoire de Lille, je suis désolé. C'est pour ça que je m'en souvenais plus. Ouais, je pense aussi, je pense que tu as zappé. Alors cette signature à Auxerre, comment ça se passe, la signature de ton contrat et cette première journée? On a cru comprendre qu'il s'était passé quelques scènes rocambolesques. Ouais, beaucoup d'anecdotes aussi. Donc, je signe mon contrat avec mon agent dans le bureau. C'était le président Hamel à l'époque. Il y avait Gérard Bourgoin aussi, qui était dans le bureau. Et Giroud, évidemment. C'était vraiment ces 3 personnes qui ont construit ce club avec des personnalités différentes.
des personnalités différentes. Et donc, à peine posé le stylo à la fin de la signature du contrat, Giroud me dit, allez, viens maintenant, suis-moi. Donc, je sors du bureau. Je sais pas où je vais, mais je suis Giroud. Donc, quand il dit suis-moi, tu es obligé de suivre. Et donc, monte dans la voiture, je monte dans la voiture. Et donc, on roule pendant 5 ou 6 minutes. Il me dit, bon, je me suis renseigné, je sais que tu es déjà en couple. J'étais pas marié à l'époque, mais j'étais déjà avec ma femme. Tu es déjà en couple. Pour qu'un joueur il soit bon sur le terrain, il faut qu'il soit bon dans sa tête. Pour qu'il soit bon dans sa tête, il faut qu'il soit bien installé. Donc, on va trouver une maison. Là, je sais qu'à 5 minutes, là, il y a une maison qui se libère parce qu'il y a un joueur qui vient de partir. On va aller visiter. Donc, on arrive devant la maison, il se gare, il y avait un portail. Il sonne à l'interphone. Ça sonne pas, enfin ça répond pas plutôt, il y avait personne. Et là en fait, il escalade le portail, mais je le vois avec son survêtement mythique, Giroud en train d'escalader le portail. Donc je regarde à droite, à gauche, voilà, il y avait personne. Où est la caméra il y avait pas cachée la police, mais en même temps j'étais avec Giroud quoi. Oui, je recherche plus la caméra cachée, t'as raison. Et donc j'escalade le portail, je vais voir la maison par la fenêtre. Est-ce qu'elle te plaît, elle te plaît pas? Et elle me plaisait pas. Et puis de toute façon, j'avais pas envie de choisir une maison maintenant et à ce moment-là, mais on a visité 1 ou 2 maisons comme ça, voilà, avec Giroud, qui était déjà impliqué. En plus du sportif, il s'occupait de tout ça aussi, quoi. Et il s'est pas occupé que de ça, Lolo. Non, mais effectivement, parce qu'il y a une autre anecdote, je crois, un jour où tu te sentais pas très bien. Et alors, il fait agent immobilier, mais il faisait aussi pharmacien, non? C'est ça, il y a un jour où j'étais malade, il savait que je trichais pas parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais là. Donc j'appelle le doc me dit j'avais une angine, j'avais mal à la gorge, il me dit reste à la maison et tout ça. Je raccroche avec le doc, 5 minutes après, le téléphone qui sonne, c'est le coach. Ouais coach, non ça va pas, je suis malade. Il me dit t'es où? Je lui dis bah je suis chez moi. Il me dit bah je suis devant chez toi. Donc il avait trouvé ma maison et donc j'ouvre le portail et il me ramène un sachet avec des plantes séchées en fait pour une tisane. Et là, il me dit même pas bonjour, il me serre même pas la main pour pas que je le contamine. Il va voir ma femme direct et il lui dit vous faites bouillir de l'eau pendant 3 minutes, vous infusez à telle température, ceci, cela, un peu de sucre, nanani, nanana. Il explique à ma femme comment faire la tisane magique pour pouvoir me soigner. Et donc après, il repart et en fait, il revient 2 minutes après parce qu'il était passé à la boîte aux lettres et me ramène le courrier. Tiens, comme ça, tu sortiras pas. Allez, soigne-toi bien, j'ai besoin de toi ce week-end. Voilà. C'est dingue, il s'occupait vraiment de tout. Ouais. Et sur l'aspect foot, il était comment, Giroud, Benoît? Est-ce qu'il était vraiment aussi compétent? Parce que de toute façon, forcément, quand tu as obtenu de tels résultats avec un club d'une petite ville comme Auxerre, vu la place, vu là où il l'a emmené, on se dit forcément que c'était un très grand coach aussi. Qu'est-ce que tu retiens de sa philosophie, de ses méthodes? Bah, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent qui s'est inspiré de ce qui se faisait à l'époque. On se souvient tous du 4-3-3 avec marquage individuel. Là, il était passé à un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec plus de défense en zone. Il s'était renseigné auprès de grands coachs de l'époque. Mais moi, ce qui m'a marqué surtout, plus que le football, c'est le côté manager. Pour moi, c'était le meilleur manager que j'ai vu dans le sens gestion humaine. Il savait comment parler à tous les joueurs, mais à chacun, comment tirer le meilleur de chacun. Il y en avait certains, ils avaient besoin d'un coup de pied au cul, d'autres, il fallait leur passer de la pommade, et il savait exactement comment parler à tous ces joueurs-là, différents, ces personnalités, ces hommes différents qui étaient derrière les joueurs, pour tirer le meilleur d'eux, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez Giroud. Et toi, du coup, tu étais quel type de joueur pour lui? Il fallait que, justement, il soit derrière toi? Il fallait qu'il te laisse tranquille? Comment fallait te gérer, entre guillemets? Très bonne question. Il a vite compris qu'il valait mieux pas me parler, que voilà, fallait pas m'emmerder. Comme il m'a dit un jour, au bout de 6 mois, il m'a dit toi, j'ai vu que j'avais pas besoin de te parler, ça roulait, donc je vais pas t'emmerder, je vais m'occuper des autres plutôt. Donc, voilà, ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Donc il s'occupait de qui en particulier, du coup? À l'époque, il y avait Bonaventure Calou, il y avait Akale qu'il fallait des fois aller chercher parce que le réveil sonnait pas. Voilà, c'était des personnalités différentes, mais qu'il fallait encadrer un peu plus, ouais. Donc il faisait aussi chauffeur de taxi, pharmacien, agent immobilier, parfois, chauffeur ouais. de taxi. Vigile dans boîte de nuit. Je crois qu'il faisait aussi contrôleur au péage en direction de Paris. Il avait ses sbires, effectivement. C'est ça. Et Auxerre, cette première saison donc sur le terrain, elle est fantastique parce que tu remportes quand même la Coupe de France, qui est un trophée mythique, j'imagine aussi quand on est joueur. Exactement, mythique parce que j'en entendais parler depuis très jeune dans ma famille. J'étais baigné dans le foot très tôt avec mon grand-père, mon père, mon oncle.
Là, on voit mon frère, mais c'est vraiment une histoire de famille dans le foot. Et c'est sûr que mon grand-père me parlait déjà de la Coupe de France. Donc lui, il n'a pas joué au niveau, mais à son échelle, dans les petits clubs avec lesquels il avait joué, il parlait de cette Coupe de France. Mon père aussi. Et donc, une de mes plus belles images dans le foot, c'est ça, justement, quand on gagne cette Coupe de France, on soulève le trophée. Et moi, donc, c'était en 2005. Et Auxerre avait gagné déjà 2 ans avant, en 2003. Donc, la plupart des joueurs avaient déjà une Coupe de France. Et je ne vais pas dire qu'ils étaient un peu blasés, mais pour moi, c'était vraiment le premier titre, la première fois que je soulevais une coupe au Stade de France. Et ayant grandi aussi pas loin du Stade de France, je suis passé souvent devant. Je suis allé voir des matchs de la Coupe du Monde 98 notamment. Et gagner un trophée, déjà jouer dans ce stade et gagner un trophée, ça veut dire beaucoup. Et ça veut dire beaucoup aussi parce que justement, mon grand-père était encore là à l'époque. Et j'avais mon ami Lionel Matisse avec qui j'avais dit, le premier qui attrape la Coupe de France, on court et on essaye de la montrer à notre famille et tout ça. Donc on a kidnappé la Coupe de France et j'ai fait le tour du stade et j'ai retrouvé ma famille justement. Et une de mes plus belles photos, c'est cette photo avec mes parents et mon grand-père qui ont touché cette Coupe de France dont il me parlait quand j'étais petit, quoi. Dame coupe. Incroyable. Dame coupe. Et donc ensuite, deuxième saison avec la Auxerre. Et à l'issue de cette deuxième saison, été 2006, tu peux partir et tu ne pars pas. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi ? Ouais, effectivement, je fais une première très bonne saison, une deuxième très bonne saison aussi. Il y a des clubs plus huppés que la GIA qui commencent à s'intéresser à moi, notamment Bordeaux, qui à l'époque fonctionnait bien, avec Ricardo comme coach. Il y avait mon frère qui jouait à Bordeaux d'ailleurs la saison d'avant, et à la fin de la saison, j'avais fait des rendez-vous d'ailleurs avec le coach, avec les dirigeants aussi. Et en fait, quand j'avais signé mon contrat avec la GIA, j'avais une clause de sortie qui était négociée à 5 millions d'euros, il me semble. Et donc, Bordeaux était très intéressé. Et en fait, un journaliste, entre-temps, entend parler de cette clause de sortie et évoque 3 millions d'euros dans les journaux à l'époque. Et donc, ça a mis un peu le trouble dans les négociations parce que Bordeaux pensait que je leur faisais à l'envers en demandant 5 millions alors qu'en fait, je pouvais sortir à 3 millions pour prendre de l'argent à droite à gauche. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais en tout cas, ça a fait capoter le transfert à cause de ça. Donc, j'en ai beaucoup voulu au journaliste qui a sorti une mauvaise information parce que moi, je sais ce que j'avais signé, quel papier j'avais signé, alors que lui, non, c'était juste des rumeurs. Et donc, c'est vraiment à cause de lui que ce transfert ne s'est pas fait. Un mal pour un bien, puisque ensuite, je signe à l'Olympique de Marseille la saison d'après, et je regrette pas du tout. Mais c'est sûr que sur le coup, j'ai eu une explication avec lui assez virulente pour lui dire que les informations qu'il pouvait mettre dans le journal ou à la radio pouvaient avoir un impact très important sur la carrière de certains joueurs, et ça, il s'en rendait pas compte. Benoît, on voit une très belle photo où je crois que tu es en train de faire la cheville de ton frère là, en taclant. C'est ça. Juste savoir le fait d'avoir un frère pro, ce que ça a de particulier. Et est-ce que, parce que tu disais que lui jouait à Bordeaux et Bordeaux t'avait appelé, est-ce que ça vous est déjà arrivé l'un ou l'autre de recevoir un appel en étant le faux destinataire, c'est-à-dire qu'il y a un club qui a appelé pour toi ou inversement? Alors, pas un club, mais un journaliste aussi, une fois. En fait, on nous a toujours confondus. On m'appelle encore parfois Bruno, et lui, il va souvent Benoît. Et surtout, quand on était à Lille, on en a eu un peu marre. Et une fois, je crois qu'il y a un journaliste qui m'interpelle à la fin d'un match et qui me fait une interview. Alors, Bruno, qu'est-ce que ça fait d'avoir marqué et tout ça? Et en fait, je le regarde, il n'était pas là. Et je me suis dit, allez, je vais jouer le coup à fond. Je vais lui dire, ouais, c'est bien de marquer, mon pied gauche. Et j'explique le but parce que j'étais dans le match aussi. Et en fait, c'est le journaliste qui est passé pour un con parce qu'il avait interviewé Benoît en pensant que c'était Bruno, quoi. Mais les clubs, jamais. Il n'y a pas eu de clubs qui m'ont confondu. Mais là, c'est vrai que ces images, c'était quand il était à Rennes. Il était capitaine et moi, capitaine de la GIA. Et mon père était dans la tribune. Et c'est aussi une belle fierté aussi de cette photo, d'avoir été capitaine tous les deux et sous les yeux de notre famille. T'arrives à faire abstraction là quand sur le terrain, je parle au niveau des duels, t'arrives à oublier que c'est ton frangin? Ouais, franchement, ouais, sur le terrain, en match, oui. À l'entraînement, quand on s'entraînait au LOSC ensemble, c'était plus compliqué parce qu'on était à la fois adversaires dans les petits jeux parfois, mais coéquipiers aussi le week-end. Donc,
c'était plus compliqué de faire abstraction, mais dans les matchs, ouais, il n'y avait pas de frères, pas de famille, pas d'amis, ça c'est sûr, ça se voit d'ailleurs, non? Ouais, c'est clair, c'est clair. On met une note à ton passage à la JOCR de 2004 à 2007, Benoît? Je vais mettre 8. Ouais, bonne note. Je valide. 8 sur 10 donc pour la JOCR. Été 2007 donc, tu l'as dit, tu signes à l'Olympique de Marseille. Raconte-nous comment se passent les négociations. On est dans RMC Mercato, c'est le moment de nous donner des petites anecdotes, tu le sais, sur les détails. Qui t'appelle, comment se passe la négo, ça se fait vite, ça se fait pas vite? Et combien de temps à l'avance surtout? Ouais, ça faisait un petit moment que l'OM me suivait, je le savais. Il y avait toujours Bordeaux aussi qui était dans le coup, d'autres clubs français, d'autres clubs étrangers. Et c'est sûr que c'était ma 3e saison que je faisais à Auxerre et que j'avais vraiment envie de passer un cap, même si je jouais la Coupe d'Europe chaque année avec la GIA et j'ai passé 3 années fabuleuses. Mais mon frère qui avait déjà joué à l'OM à l'époque, quelques années avant, m'a dit c'est bien si l'OM s'intéresse à toi, mais il faut que tu aies le président, Pape Diouf, le directeur sportif, José Anigo, et le coach, Albert Raymond, au téléphone pour être sûr que les 3 te veuillent, parce que c'est un contexte particulier par rapport au Auxerre. Tu passes du club le moins médiatisé de France au club le plus médiatisé de France, et il y a beaucoup plus de pression aussi, donc il faut être sûr que tout le monde te veut pour être sûr que au moins le début va bien se passer, exactement comme à Auxerre. Après, quand tu es transféré, tu as 1, 2, 3 mois pour montrer que tu es bon, que tu gagnes ta place. Si t'es pas bon, on te met vite sur la touche et on passe à autre chose. Donc voilà, avoir ce crédit-là. Et donc j'ai insisté pour avoir les 3. Et j'ai eu les 3 au téléphone et les 3 ont eu le même discours. Donc ça m'a conforté dans ce choix de franchir un palier en allant à l'Olympique de Marseille avec le projet d'être dans les 3 premiers, d'aller chercher ce titre dans les prochaines saisons, bien sûr. Mais du coup, c'est lequel des 3 qui t'a fait visiter la maison que tu allais prendre ensuite? Aucun des 3. Le management était complètement différent ouais, cette fois-ci. Ouais. Mais super souvenir. Et mon frère m'a aussi dit cette phrase. C'est pas parce que ça s'est mal passé pour moi que ça va mal se passer pour toi. Moi, je suis confiant pour toi. Tu as la personnalité pour t'imposer là-bas et il s'était pas trompé. Et la preuve, effectivement, parce que quand on regarde sur la période 2007-2014, Benoît, le nombre de matchs disputés sous le maillot phocéen, eh bien, tu arrives en 3e position de ce classement derrière Steve Mandanda et Mathieu Valbuena. Ça veut dire que durant 7 ans, tu es devenu un taulier et, n'ayons pas peur des mots, une légende de l'OM, ce qui fait d'ailleurs que tu seras sur la pelouse de Vélodrome demain soir pour les 125 ans du club. Ça, c'est peut-être aussi, j'imagine, une de tes plus grandes fiertés d'avoir ce total de rencontres-là. Ouais, forcément, parce que je pense qu'à mon poste, on va pas regarder le nombre de buts, le nombre de passes D, le nombre d'arrêts comme un gardien. C'est souvent le nombre de matchs joués, la régularité et le fait d'avoir fait autant de matchs dans un club aussi compliqué, du fait de la passion, de la ferveur, des excès. C'est ouais, une vraie fierté de faire partie des joueurs les plus capés de ces dernières années à très très haut niveau, parce que voilà, ça montre le caractère, la personnalité, et je suis très fier de ça, effectivement. 219 matchs en Ligue 1, je précise, parce que tu as plus de 300 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot marseillais. Et il est top 10 aussi des joueurs qui ont le plus joué, toutes compétitions confondues, dans l'histoire de l'OM, 8e très exactement. Là, on a mis sur la période pendant laquelle Benoît a joué. Rémi, tu voulais aborder un thème en particulier? On va directement sur peut-être le Graal, celui de 2010. Ouais, non mais juste avant, sur ta première saison à l'OM, Benoît, je crois qu'en plus, au niveau du club et de manière générale, ça se passe pas très bien les débuts, parce qu'à un moment, l'OM est très mal classé. Comment tu réagis quand tu passes de déjà Auxerre à Marseille, que voilà, Marseille joue les premiers rôles et que je crois qu'ils sont même 17e en début de saison? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Non, je pense que j'ai fait le bon choix, mais c'est sûr que c'était une période délicate, compliquée au départ. Au bout de 2-3 mois, on est 17e ouais, de Ligue 1. Albert Raymond est remercié. Eric Guéretz arrive. Donc il y avait vraiment une nouvelle vague d'arrivants, avec Steve Mandanda notamment, Laurent Bonnard, Gaël Givet. Et on se dit que ça va être compliqué. Et à l'arrivée d'Eric Guéretz, on sent tout de suite dans sa personnalité, sa façon de respecter les joueurs, le respect qu'on lui donne aussi,
Et cette victoire à Liverpool aussi, il arrive 2 jours après ou 3 jours après, on gagne à Liverpool. Aucun club français n'avait gagné à Anfield. Donc ça a été tout de suite le ciment d'une bâtisse qui a été très agréable à construire avec ce coach que j'ai adoré, qui a pour moi été le meilleur coach que j'ai eu dans ma carrière, aussi bien sportivement qu'humainement. Et cette équipe aussi, Renato Sivelli, Rudy Riou, Karim Ziani, Bolo Zenden. Et en fait, on est passé de la 17e place à la 3e en fin de saison. Et on accroche la Champions League. Il sera là aussi demain, d'ailleurs, Eric Gerets au Vélodrome. Tu parlais de lui comme le meilleur coach que tu as eu. Tu as abordé un petit peu ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il était vraiment le meilleur ? Après, c'est une histoire de timing aussi. Quand il arrive, on est une équipe fragilisée par les résultats, donc en manque de confiance. Et lui arrive avec un cadre beaucoup plus rigide que ce qu'on avait avant, avec des repas le matin, des repas le midi, beaucoup plus de temps à la commanderie. Et au début, les mises au vert plus longues, parfois de 2 jours avant les matchs. Donc quand tu joues la Champions League, tu partais 2 jours avant. Donc tu partais le lundi au vert pour le match du mercredi, tu dormais le jeudi chez toi, le vendredi tu allais au vert parce que tu jouais le samedi, tu dormais 5 jours par semaine loin de chez toi. Donc c'était des choses qui pouvaient être pesantes, mais il pouvait aussi être dur parce qu'il avait un truc que j'ai jamais vu avec d'autres coachs, c'est que chaque lendemain de match, pour le décrassage, avant de sortir, on était tous réunis dans le vestiaire, tous les joueurs et lui, et il faisait un débrief individuel devant tout le monde. Donc il commençait par le gardien, défenseur, milieu, attaquant, remplaçant. Donc, et il disait ce qu'il avait pensé de ton match la veille. Et donc il pouvait être très dur si tu n'avais pas été bon. Et il pouvait t'enflammer si tu avais été très bon. Et il était très souvent, sans dire tout le temps, très juste. Et c'est dur pour un coach d'être juste dans son analyse. Parfois, ton coach il va dire « Ouais, je t'ai pas trouvé bon, alors que toi, tu as pensé que tu avais fait un bon match. » Et il était très juste. Donc, il pouvait te tuer une semaine et t'enflammer la semaine d'après. Et on appréciait cette justesse et ce côté bonhomme de dire voilà, je dis à tout le monde, devant tout le monde, ce que je pense, si tu as été bon ou pas. Tu as fait beaucoup de passes décisives dans ta carrière. Tu viens de m'en faire une sur les mises au vert parce qu'on en parle beaucoup en ce moment avec l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi qui a emmené ses joueurs, on le rappelle, la semaine dernière dans la banlieue de Rome pour préparer la rencontre face à Brest. Les Marseillais, ils sont retournés cette semaine où ils préparent la rencontre face à Lille. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Est-ce que tu es plutôt pour, plutôt contre ? Tu trouves ça utile, inutile ? En tant que joueur, j'aimais pas les mises au vert. Moi, je préfère, même d'une nuit avant le match, je préférais être à la maison pour préparer le match, pour justement penser à autre chose, pour me concentrer le lendemain et être à fond, avoir du jus. Quand tu es tout le temps avec les mêmes personnes, dans l'environnement foot et tout ça, tu peux avoir une certaine lassitude. Tu as l'impression d'être dans un tunnel et de ne pas sortir de ce tunnel. Tu manges, tu t'entraînes, tu dors, foot. Et moi, personnellement, j'avais besoin de faire d'autres choses, de voir ma famille, de passer du temps avec d'autres personnes, de ne pas parler de foot tout le temps, même si c'était ma passion et mon métier, pour que quand je reviens à l'entraînement, quand je reviens en match, là, je suis à 100% et j'ai cette fraîcheur, j'ai ce jus. Et je trouve que quand on part comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être, comme c'est le cas pour l'Olympique de Marseille, moi, personnellement, en tout cas, ça ne m'aurait pas plu. Maintenant, peut-être que des joueurs sont contents avec ça, avec une autre personnalité, une autre façon de vivre. Je me souviens qu'à l'OM, on avait fait ça une fois, quand ça allait pas bien justement avec Albert Raymond. Avant un match contre le Paris Saint-Germain, le classique, on était parti du lundi jusqu'au dimanche en mise au vert. Et là, ça avait fait du bien parce que les résultats avant étaient moyens. Et là, ça avait été l'occasion de se resserrer, de jouer aux cartes, de passer plus de temps avec les uns avec les autres, de se découvrir en dehors de l'entraînement. Et ça fait beaucoup de bien. Sur 1 semaine, je pense que c'est bien. Sur 2, 3 ou plus, moi je trouve que c'est long. Il y a une certaine lassitude qui peut s'installer. On va continuer à parler de ta carrière à l'Olympique de Marseille avec d'autres statistiques, les garçons, qui montrent à quel point Benoît a été important durant cette période. Oui, il le disait, on juge pour les joueurs qui jouent à son poste, on juge les nombres de matchs joués, mais on peut aussi juger le pourcentage de victoires. Et on voit que Marseille tournait beaucoup mieux avec Benoît que sans lui. 50% de victoires contre 40 sans lui. 1 point, presque 2 points par match contre 1,6 pour lui. Marqué plus
de buts aussi. Mais si, Benoît, on peut quand même regarder d'autres stats quand on est joueur à ton poste, et on a déjà regardé d'autres stats, et on voit que tu figures haut à la fois en termes de passes décisives. Tu en as fait une pour Jérôme, mais tu en as fait beaucoup plus quand tu étais à l'Olympique de Marseille, puisque tu figures en deuxième position des joueurs ayant le plus de passes décisives entre 2007 et 2014, ton passage donc en Ligue 1 derrière Mathieu Valbuena, devant Lucho González, devant Mamadou Niang, Samir Nasri. C'est quand même pas mal, mais tu savais aussi marquer des buts et des beaux buts, et ça c'est vraiment c'est quelque chose que peut-être les plus jeunes... Moi je me rappelais pas de ce dont tu vas nous parler là. Mais en fait, c'est la capacité à être une sorte de fournisseur officiel de sacoche pour l'Olympique de Marseille, puisque sur ta période à l'OM, tu as le pourcentage de buts marqués de l'extérieur de la surface le plus élevé en Ligue 1 carrément, donc devant Stéphane Dalma, Jamel Bakar, Kim Kallström et Clément Grenier, 62%. Ça représente, on a calculé, 13 de tes 21 buts, donc c'est pas mal, avec notamment des buts sur coup de pied arrêté. Tu avais une patte gauche qui était quand même assez remarquable, mais pas que aussi, hein. Il y a des tirs de l'extérieur de la surface. C'était quelque chose que tu aimais particulièrement, Benoît, ça t'essayait de loin avec ta patte gauche? Oui, j'ai augmenté mes statistiques pour un milieu de terrain avec des passes décisives et des buts sur coups de pied arrêtés, avec notamment ses coups francs. Je tirais pas mal les corners aussi, donc pour les passes décisives, ça peut aider. Mais c'est sûr que cette stat, vous avez bien bossé, messieurs, parce que les frappes de l'extérieur de la surface de réparation, elle est belle, cette stat. Après, j'étais pas attaquant et j'allais pas forcément très vite, donc j'étais rarement dans cette surface de réparation. Donc pour marquer, il fallait que je frappe de loin, hein. Ah, mais tu frappais de très loin, parfois c'est même surprenant, tu t'essayais, t'avais pas peur de tester à 35 mètres. Ça faisait partie de mes qualités, je te dis, moi j'avais pas la vitesse, donc avec mon pied gauche, je pouvais parfois frapper enroulé, parfois coup du pied tendu, avec le ballon en Champions League. En plus, c'était un peu plus facile, on va dire, de frapper de loin. Il était différent de celui de championnat, mais un bon souvenir encore. Magnifique ce but, nous dit MB Marron sur le chat. Alors après Éric Guéret, ça arrive un autre entraîneur sur le banc de l'Olympique de Marseille, c'est Didier Deschamps, et cette fameuse saison 2009-2010, la saison où Marseille redevient enfin champion de France. Est-ce que c'est pas quelque part ton Graal et le Graal que vous avez décroché cette saison-là, Benoît? Si, parce que quand je signe à l'OM 3 ans plus tôt, on parle du dernier titre de 93 de l'OM, ça fait 17 ans, enfin 15 ans, 16 ans, 17 ans que les supporters attendaient un titre. Donc ramener ce trophée, être champion de France dans ton pays, c'est quelque chose d'exceptionnel que j'avais même pas imaginé quand j'étais petit, honnêtement. Et champion de France avec l'Olympique de Marseille qui n'a pas gagné un titre depuis 17 ans, avec cette ferveur, cette passion. Franchement, c'était même pas un rêve, parce que je n'avais jamais osé rêver à ce genre de choses, et c'est quelque chose d'extraordinaire et qui perdure, hein. On m'en parle encore maintenant, et c'est un souvenir incroyable, incroyable. Alors Benoît, il y a ce souvenir incroyable, mais il y a aussi une fête, j'imagine, incroyable. Comment ça se passe les jours après quand tu es champion de France à Marseille, avec toute la ferveur marseillaise qui peut y avoir? Est-ce que quand on marche dans la rue, quand on va chercher sa baguette, on est le roi du monde? Ça se passe comment? T'as des souvenirs de supporters marseillais qui t'ont remercié, qui t'ont accosté par rapport à ce titre-là en pleine rue? Bah, le truc, c'est que tu te rappelles plus des jours qui suivent le titre, tellement tu l'as fait. Ça dure longtemps. Même toi, un garçon aussi sérieux? Vaut mieux peut-être pas. Ouais, là, on se lâche, Jérôme. Ouais, là, il n'y avait pas de retenue. Et c'est des moments. Je parlais tout à l'heure de l'épopée avec le LOSC de D2 à la Champions League. Là, c'est quelque chose qui nous unit tous, et on a beaucoup de plaisir à se retrouver. Et c'est sûr que quand on croise un supporter marseillais qui a un café ou un resto, on nous offre pas mal de choses, et on partage les émotions, on partage la fierté. Et je pense que en tant que joueur, tu as encore plus de fierté à voir dans les yeux de ton interlocuteur, de ses supporters, cette fierté retrouvée que tu leur as redonnée, en fait. Offrir quelque chose, alors que ça reste que du sport, mais c'est tellement important à Marseille par rapport à la passion et à la ferveur. Offrir cette chose à des supporters, c'est quelque chose de magnifique. C'est offrir, donner, c'est magnifique. On voit à quel point c'est difficile d'être champion avec l'OM, puisque tu le disais, donc à l'époque, ça faisait depuis 1993 que Marseille n'avait plus été champion. D'ailleurs, Marseille ne l'a plus été depuis 2010 non plus.
Quel a été votre secret cette saison pour que ça fonctionne et pour que vous puissiez décrocher ce titre? Le secret, je pense que je parle souvent de caractère et personnalité. Et pour faire du sport de haut niveau et surtout gagner et rester tout en haut, il en faut. Et dans cette équipe, il y en avait. Il y avait effectivement Didier Deschamps qui apporte sa culture de la gagne, sa réussite, sa chance aussi. On en a rigolé de temps en temps entre nous. Mais c'est sûr qu'il y avait un groupe de bonhommes en fait. On n'était pas forcément tous amis, mais on se respectait et on donnait tout pour gagner. On était capable de se sacrifier pour l'autre, même si c'était pas notre ami, mais c'était notre coéquipier et c'était dans le but d'aller chercher la victoire. Et ça, cet état d'esprit, c'est vrai que je l'ai ressenti cette année-là. Je l'ai ressenti un peu avec le LOSC quand on a gagné, mais il y avait moins de qualité aussi de footballistique. Mais là, il y avait ce caractère, cette personnalité et ces qualités footballistiques qui nous ont permis de remporter ce titre et qui restera inoubliable pour nous. Ouais. Mais non, en plus, il y a un contexte particulier cette saison-là parce que vous êtes encore à la lutte avec Bordeaux, un club visiblement qui t'a quand même marqué sans y jouer dans ta carrière. Comment ça se passe mentalement? Parce que tu parlais de culture de la gagne, tu peux nous l'expliquer de manière peut-être un peu plus concrète parce que Bordeaux est devant vous cette saison-là, vous finissez par les rattraper et même les devancer, c'est comme ça que vous serez champion. Ouais, je pense que c'est de ne jamais rien lâcher. Même en étant décroché à un moment donné, je pense qu'au mois de décembre, janvier, Bordeaux a pas mal de points d'avance. Mais nous, on est sûr de notre qualité et puis on regarde que nos résultats. Et je pense qu'on parle du titre de 2010, mais je pense qu'en 2009, Bordeaux évidemment mérite son titre puisqu'ils ont gagné. Mais peut-être qu'on le méritait encore plus qu'en 2010 parce qu'on revient de loin aussi. Et on fait une série de victoires à la fin exceptionnelle. Mais Bordeaux, je crois, fait une série de victoires de 11 ou 14 victoires d'affilée pour aller chercher ce titre avec Gourcuff, Souley Diawara, Alou Diarra, Chamakh et une super génération aussi. Et peut-être qu'on s'est inspiré un peu de ça pour garder mentalement ce côté de ne rien lâcher jusqu'au bout, jusqu'au titre et ce match contre Rennes. Ouais. Il y avait eu 3 Coupes de la Ligue aussi remportées avec l'OM, dont 2010. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent on dit que la fête avait été plus folle en Coupe de la Ligue qu'en Ligue 1 parce que c'était un trophée qui était attendu depuis tellement d'années. Benoît, il y a eu aussi le trophée des champions. Mais moi, je voulais qu'on parle un peu de Champions League. C'est quoi ton meilleur souvenir avec l'OM en Champions League et peut-être ton plus mauvais souvenir aussi? Parce que vous n'êtes pas passé loin d'aller aussi tutoyer les sommets. Oui, le meilleur, c'est sûrement ce but de Brandao contre l'Inter qui nous qualifie pour les quarts de finale de Champions League. J'avais jamais atteint ce stade-là. Et c'est un but qui arrive à la fin du match avec un contrôle du dos de mon ami Brandao, un peu improbable sur un dégagement de Steve, où je le vois qui contrôle du dos. Moi, j'étais rentré juste avant en position de numéro 10, alors que j'avais jamais joué numéro 10. Didier Deschamps me fait rentrer en 10 pour jouer le va-tout et apporter de la fraîcheur. Et en fait, je le vois qui rate son contrôle du dos. Et moi, j'arrive face au but. Et je lui dis, laisse-la moi. Je suis face au but. Et en fait, il a bien fait de pas me la laisser. Il se retourne et il fait une frappe du gauche. Et ce but nous permet de passer au tour d'après. Et ensuite, contre le Bayern, on n'a pas existé du tout. 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, je crois. Et on ne méritait pas d'aller plus loin parce qu'on était moins fort qu'eux. Fin de parcours ensuite à l'Olympique de Marseille, ça se passe, on avance un petit peu jusqu'en 2014 et là c'est l'arrivée sur le banc de quelqu'un qui a beaucoup marqué aussi les Marseillais, c'est Marcelo Bielsa, mais toi tu as peut-être marqué mais pas forcément dans le même sens. Ouais, de manière moins positive que certains évidemment. Quand il arrive, je fais partie des cadres de ce vestiaire, ça fait 7 ans que je suis là. Et en fait, on me fait comprendre que lui compte pas sur moi, et lui en fait me dit que c'est la direction qui compte plus sur moi. Donc j'ai jamais eu l'occasion d'avoir cette discussion avec toutes les parties pour pouvoir en discuter. Et la fin est dommage parce que je me projetais encore plus loin dans l'aventure olympienne en tant que joueur, peut-être au sein du club aussi, et ça n'a pas pu se faire à cause de ça. Donc c'est bien dommage, ouais.
Mais Benoît, est-ce que tu trouves pas que sur la forme, quand même, ça a été un petit peu limite? Parce que on a vu, tu l'évoquais, à Lille, Claude Puel, même si voilà, on peut contester la forme, mais il te dit qu'il compte plus sur toi. Là, les mecs t'humilient limite. Ils t'envoient en CFA2, ils prennent leur capitaine et leur bandiera, entre guillemets, pour utiliser un terme italien, pendant 7 ans, et ils te mettent vraiment à la cave. Il y a quand même un manque clair de respect là-dessus, non? Ah, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Claude Puel et justement son honnêteté, son courage, où lui c'était clair. Là, j'ai jamais eu cette discussion en fait. Et donc c'est dommage que ça soit arrêté comme ça. Effectivement, je me suis entraîné avec la réserve. Je m'entraînais. Il y avait à l'époque Maxime Lopez qui s'entraînait sur le terrain du dessus, sur le synthétique du centre de formation. Je m'entraînais avec eux. Il n'y avait pas de lumière dans la douche. Et c'est sûr que c'est pas le meilleur souvenir de ma carrière. Et c'est dommage que ça s'arrête comme ça avec l'Olympique de Marseille. Mais je suis pas le seul. Il y en a beaucoup, malheureusement. Pour qui c'est arrivé aussi, mais j'ai pas envie de retenir ça en fait. Et finalement, ça a été un mal pour un bien parce que j'ai eu une dernière aventure dans ma carrière à Toronto en MLS qui a été fantastique aussi. Je me projetais pas du tout ailleurs qu'à Marseille à cette époque-là. Et en fait, la vie te réserve des surprises parfois qui t'amènent d'autres choses. Et ça a été exceptionnel aussi au Canada. Juste Benoît, je me posais la question parce qu'en préparant l'émission, on a vu que tu étais né à Suresnes, donc en région parisienne. Tu t'es jamais fait chambrer en arrivant à Marseille, toi, entre guillemets, le parisien, le francilien, ouais, de naissance? Non, parce qu'en fait, j'ai grandi, je suis né à Suresnes, mais j'ai grandi à Colombes. Les plus anciens connaissent le stade de Colombes, où il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu la Coupe du Monde. Il y a eu une grande équipe du Racing Club de Paris qui a été championne de France plusieurs années. Et moi, quand je suis jeune, je signe au club de ma ville, qui est le Racing, parce que c'est à 500 mètres de chez moi. Ces fameuses couleurs ciel et blanc, un peu comme les couleurs de l'Olympique de Marseille sur ce maillot. Et le Racing joue en première division à l'époque, c'était le Matra. Et j'allais voir moi des matchs au Parc des Princes, mais du Racing, pas du PSG. Et en jeune, ça a toujours été la rivalité avec le PSG. Donc cette rivalité, elle m'a bercé depuis que je suis jeune. Donc quand j'arrive à l'OM, je suis pas étiqueté parisien ou Paris Saint-Germain. Au contraire, je suis un jeune du Racing qui a toujours eu l'habitude d'avoir cette rivalité avec le Paris Saint-Germain. Benoît, on met une note à ton passage sous le maillot de l'Olympique de Marseille? Une bonne note, hein? Ouais, on peut mettre 9 là. Ouais, il me semble. Voilà. 9 sur 10. Tu valides? Ouais, je valide. On enlève un point parce que la fin n'est pas celle que tu avais sans doute imaginée, mais on en a déjà touché un petit mot. On va dire un mot aussi quand même, parce qu'on a regardé les équipes types de Ligue 1 saison après saison avec notre chef d'édition Axel Benchina qu'on salue. Et 3 fois tu figures dans l'équipe type de la saison, donc durant ta période marseillaise, ce qui fait qu'on peut dire même que tu es dans l'équipe type historique de Ligue 1. On peut y aller aux côtés de joueurs comme Verratti, comme Paoletta, Ibrahimovic, Mbappé, Hazard, Marquinhos, Hilton, Thiago Silva, Maxwell et Steve Mandanda. Donc vous êtes 2 Marseillais avec Steve. Fierté là aussi, non, quand on voit tous les joueurs qui t'entourent. Et Vito Hilton, bien sûr, qui a joué à l'Ouest. Fierté, oui, parce que tous les journalistes ne sont pas aussi bons que vous, messieurs. Et parfois, c'est eux qui mettent des notes. Et c'est sûr que l'équipe type de Ligue 1, les trophées UNFP maintenant, ce sont les joueurs qui décident et qui votent. Donc, ce sont tes pairs, c'est les joueurs qui jouent avec toi, mais surtout les joueurs qui jouent contre toi. Donc, avoir le respect de tes pairs, pour moi, c'est la consécration ultime. Et pour moi, c'est pareil que le titre avec l'OM. Imaginez une seconde que j'allais faire partie 3 années de suite de l'équipe type de Ligue 1. J'aurais jamais cru. Donc c'est une immense fierté dans cette régularité et dans le respect de mes pairs. Il y a un des joueurs qui t'entoure, qui dans l'équipe là qu'on a mise, avec lequel tu aurais aimé jouer là? Vito Hilton, j'ai joué avec lui à l'OM, donc j'ai adoré. Steve, évidemment. Celui avec qui j'aurais aimé jouer, peut-être Paoletta, parce que c'était l'attaquant vraiment qui pouvait se cacher pour faire l'appel au bon moment. Et moi, j'adorais, avec ma patte gauche, chercher l'attaquant. Donc ça aurait pu être sympa, ouais. Et puis c'était un peu ma génération.
Alors demain, on l'a dit, donc c'est les 125 ans de l'Olympique de Marseille avec ce match des légendes qu'on attend tous et qu'on va vous proposer donc gratuitement sur RMC Découverte et sur BFM Marseille. On t'a demandé, Benoît, en préparant cette émission, de nous préparer ton 11 des légendes de l'Olympique de Marseille. On va le commenter ensemble si tu le veux bien. On va l'afficher à l'écran. Oui. Mandanda dans le but, Eric Dimeco arrière gauche, Carlos Moser associé à Basile Boli en défense centrale, Manu Amoros dans le couloir droit. Benoît, donc tu t'es mis dans l'équipe aux côtés de Stojkovic et Francescoli dans ce milieu de terrain qui fait rêver, j'avoue, je dois l'avouer. Niang et Waddle sur les côtés de l'attaque et Jean-Pierre Papin en pointe. Sur quel joueur tu as envie de t'arrêter là ? Chris Waddle, parce qu'il m'a fait rêver quand j'étais jeune. C'était vraiment un joueur différent et puis c'était pour moi un joueur différent. Je ne me suis pas identifié à lui parce que je n'avais pas les mêmes qualités, mais effectivement, Chris Waddle, c'est un des joueurs qui m'a fait le plus rêver quand j'étais jeune. Ouais. Eric Dimeco, latéral gauche, Benoît, tu peux nous dire pourquoi ? C'est une légende de l'OM, de par sa personnalité, le nombre de matchs qu'il a joué, et puis la période dans laquelle il a été, et donc les titres qu'il a remportés aussi, et derrière, pour moi, il fait partie de ce 11 de légende. Je pensais aussi à Taiwo, avec qui j'ai fait énormément de matchs aussi, et qui a marqué aussi l'OM, mais Eric Dimeco avec plus de titres. Est-ce qu'il t'a inspiré par sa façon de tacler les adversaires ? Non, on n'avait plus le droit à notre époque. C'était des tacles d'un ancien temps, ça qu'il faisait lui. On le salue, Eric, qui sera là au commentaire évidemment demain de cette rencontre. Mamadou Niang sera également présent, mais lui sur le terrain. Jean-Pierre Papin sera là aussi. Basile Boli, Stojkovic, Francescoli, Benoît Chéroux, ça claque quand même. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Franchement, c'est surtout pour Rémi là, qui est lui-même fan de l'OM. Il a les yeux qui brillent là. Benoît, c'est lequel joueur t'a le plus inspiré, un Olympien qui t'a le plus inspiré justement dans toute l'histoire de l'OM ? Inspiré, c'est dur parce que à mon poste, non, c'est plus fait rêver. Ouais. J'ai parlé de Waddle, mais je peux parler de Francescoli aussi parce qu'il a joué au Racing aussi. Donc je l'ai vu au Parc des Princes avec le maillot du Matra, Racing. Et ensuite l'Olympique de Marseille. Il a fait rêver aussi un certain Zinedine Zidane, donc c'est qu'il avait quelques qualités quand même. Tu pars donc ensuite, tu l'as dit, à Toronto après ton passage à l'Olympique de Marseille. On est en janvier 2015. Comment ça se fait ce départ et ce changement de vie ? Parce que c'était donc, tu l'as dit, assez inattendu. Assez inattendu parce que ça s'est mal fini avec l'OM. Donc j'ai quelques contacts en France, à l'étranger évidemment, pour gagner plus d'argent à l'étranger. En France pour être dans des clubs moins huppés que l'OM. Donc je pense que ça aurait été compliqué pour moi d'accepter de gagner moins de matchs, d'avoir moins de ferveur, moins de passion dans le même championnat. Donc je me suis tourné tout de suite vers l'étranger, mais pas pour gagner plus d'argent, mais plus pour le projet qui dépasse le projet sportif. Parce qu'emmener ma famille là-bas, c'est aussi leur montrer une autre culture. Et je suis tellement content d'être allé là-bas parce que mes enfants maintenant parlent couramment. Et ils ont pu avoir cette ouverture d'esprit qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient peut-être restés en France. Et j'ai aussi surfé sur la vague de cette équipe de Toronto, comme j'ai surfé sur l'équipe du LOSC quand j'ai commencé. Parce que quand je suis arrivé, cette équipe n'était jamais qualifiée pour les playoffs. Dès la première année, on se qualifie pour les playoffs. Là, c'était contre Orlando et un fameux Kaka. Et la deuxième année, on arrive en finale de playoffs. On perd la finale et là, je veux arrêter ma carrière parce que je sens que j'en ai assez. Et en fait, le coach me demande de continuer pour encadrer l'équipe avec ma personnalité, mon expérience. Et donc, je reste dans l'effectif en faisant un peu moins de matchs, mais sans regret non plus parce qu'on arrive en finale et cette fois-ci, on la gagne. Donc, j'arrête ma carrière sur un titre de MLS qui n'avait jamais été gagné par Toronto. Donc, c'était arrêter sur un titre, c'est aussi quelque chose de fabuleux et je suis chanceux d'avoir arrêté sur un titre. En plus, c'était un triplé parce qu'on gagne la Coupe du Canada et le championnat la saison régulière. Donc, c'était le triplé. Personne ne l'avait fait en MLS à l'époque. Bah, donc, c'est une bénédiction ce passage finalement au Canada pour toi et ta famille. Exactement.
Alors, on se pose la question aujourd'hui d'un possible transfert de Paul Pogba vers les États-Unis, vers la Major League Soccer. On a lu cette semaine que DC United, le club de Washington, aurait un droit de découverte sur lui, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs de possiblement s'engager dans un autre club de MLS. Tu penses que ça peut être le bon choix pour Paul Pogba de se relancer aux États-Unis, sachant qu'il a l'ambition quand même de jouer en équipe de France la Coupe du Monde 2026 ? Je pense que ce serait bien pour la MLS d'avoir un joueur comme Paul Pogba dans sa ligue. Maintenant, je pense que Paul Pogba se prépare depuis un moment. On connaît son amour pour les États-Unis, ce pays. Maintenant, je pense qu'il peut encore faire quelques bons matchs en Europe pour rejoindre l'équipe de France si c'est son objectif et son rêve d'y retourner avec le maillot bleu et de pouvoir encore jouer la Champions League. Je pense qu'il a encore quelques années, il a encore le temps. Là, on en parle pour Antoine Griezmann, par exemple. On voit Olivier Giroud, on voit Hugo Lloris qui sont là-bas et qui se régalent, j'en suis persuadé. Mais il faut y aller un peu plus tard. Je pense qu'il a encore quelques années à faire au plus haut niveau. Et le plus haut niveau, pour moi, c'est quand même les championnats européens. Benoît, on a une petite surprise pour toi. C'est un petit peu notre marque de fabrique dans RMC Mercato. On aime bien les invités surprises. C'est le moment de le découvrir ensemble. Oh, Bon, Kader Zelmati, recruteur donc chez les jeunes du LOSC et surtout meilleur ami de Benoît Chérou. Bonjour Kader, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être présent pour mon ami. On vous laisse discuter un petit peu. Comment vous êtes rencontrés? Peut-être expliquez-nous, racontez-nous votre histoire. Ouais, je raconte ou tu racontes? Vas-y, je vais savoir ta version. Ouais, mais ma version, c'est la bonne. Ah, mais tant mieux. Alors, on se rencontre à l'époque. Benoît, il est au Racing. Moi, je suis au LOSC. Donc, dans les équipes de jeunes. Et donc, on jouait les places pour les phases finales du championnat de France. Donc, ça se tapait entre le Racing et le LOSC. Parce qu'à l'époque, le Racing avait de très, très bons joueurs. Et malheureusement pour lui, ils ont quand même fini derrière nous. Et cette année-là, on finit champion de France. Mais sur le terrain, il a quand même souffert avec moi. Et il a été repéré à ce moment-là par le LOSC. Et il est invité à faire une semaine de stage chez nous. Et à l'époque, moi, j'étais au centre de formation. J'étais le seul joueur qui avait une chambre double pour pouvoir recevoir des joueurs qui venaient à l'essai. Donc je reçois Benoît. Et depuis ce jour-là, on est resté très très proches et on ne s'est jamais quitté. C'est bon, la version est bonne, Benoît? Cette version est la bonne, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que je ne remercierai jamais assez Kader pour m'avoir fait progresser sur le terrain parce que lui était numéro 10 au LOSC et moi numéro 6 à Lille, donc je l'avais au marquage et c'était compliqué de le suivre à l'époque. Mais aussi pour l'accueil qu'il m'a réservé quand je suis allé au centre de formation faire un essai. Effectivement, on dormait dans un lit superposé. Et la première nuit que j'ai fait à Lille, c'était sous le stade Grimont-Pré-Joris à l'époque, dans la chambre avec Kader. Donc c'est une amitié qui a commencé à ce moment-là et qui est toujours aussi solide. Donc ça me fait vraiment plaisir de le voir aujourd'hui. Belle surprise. Kader, partagé. Plaisir partagé, oui. Kader, juste raconte-nous un petit peu ton parcours à toi ensuite, mais comment tu as suivi celui de Benoît, et puis tu nous parleras ensuite, j'aurai une autre petite question, mais d'abord ton parcours à toi et celui de Benoît, comment ça s'est passé tous les deux? Tout simplement, on était au centre de formation ensemble, donc on a gravi les échelons au niveau du centre de formation, et arrivé à un moment donné, c'est soit tu vas chez les pros, soit tu n'y vas pas, et l'aventure s'arrête. Donc malheureusement pour moi, l'aventure s'est arrêtée au LOSC, et heureusement pour Benoît, elle a continué. Mais ça n'a jamais altéré dans nos relations. Et moi, j'ai continué à jouer à des niveaux inférieurs, entre le CFA et le national, et des divisions en première division dans des clubs étrangers. Donc, et j'ai arrêté ma carrière en 2016, là où j'ai eu l'opportunité d'intégrer la cellule de recrutement du LOSC. Donc, ce dont j'ai accepté tout de suite parce que je pense qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Et comme on dit, le train, il passe une fois, il passe pas deux fois. Donc, entrer dans un club professionnel et pouvoir intégrer une cellule de recrutement, j'ai saisi l'opportunité. Donc,
Qu'est-ce qui fait que ça a marché pour l'un, ça marche pas pour l'autre? À quoi ça tient une carrière, Benoît, Kader? On a l'impression que c'est une question peut-être aussi parfois de contexte, d'opportunité. Ouais, forcément. C'est en 15 ans, 17 ans, Kader, c'était le meilleur numéro 10 de notre génération. C'était un des meilleurs joueurs. Ensuite, il faut un peu de chance, un peu de maturité aussi, et des opportunités, un coach qui t'aime bien, plus qu'un autre. Mais effectivement, il faut de la chance, parce que dans les centres de formation, tous les joueurs sont talentueux. Après, il faut s'imposer une certaine rigueur, des sacrifices peut-être. C'est pour ça que je parle de maturité. Et ensuite, c'est la chance. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis rentré arrière-gauche. Si l'arrière-gauche se blesse pas, peut-être que je fais pas cette carrière-là. Donc, c'est des opportunités et de la chance aussi. Bah, moi, je pense que tu l'aurais quand même fait cette carrière parce que tu avais quand même cette maturité pour notre jeune âge à l'époque qui faisait que quand tu jouais déjà avec les pros ou même avec la réserve, quand on avait 17 ans, on allait déjà jouer avec la CFA à l'époque, ce qui était exceptionnel déjà. Tu avais cette maturité, on sentait pas la différence entre un jeune et les adultes avec lesquels on jouait. Donc on a tout de suite senti quand même qu'au-delà des qualités footballistiques, sa maturité, elle a fait la différence parce qu'il était tellement mature que sur le terrain, on sentait pas la différence. Donc, ça, on sent l'œil du recruteur là. Il a l'œil. C'est un recul sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été durant notre jeunesse, tu vois. Donc, et ce que moi à l'époque j'ai vécu, aujourd'hui je peux le partager avec les jeunes joueurs que j'essaie de recruter, leur dire ce qu'il faut bien faire et ce qu'il faut surtout ne pas faire, chose que moi j'ai malheureusement fait. Kader, on parle beaucoup de foot, mais c'est quoi la principale qualité humaine, on va dire, de Benoît? Sa principale qualité, c'est quelqu'un de très juste. Benoît, c'est quelqu'un de très juste. Il est beaucoup dans l'analyse. Et je pense qu'il a un cercle d'amis très restreint. Mais voilà, aujourd'hui, si je dois lui vanter une qualité, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de droit, et surtout quelqu'un de très fiable. Il a des défauts ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est le... Ah non, mais faut avouer la vérité. Axel Benchina vient de nous dire dans l'oreillette, et maintenant, c'est quoi son principal défaut? Voilà, on le balance. Son principal défaut, son défaut, c'est quand on joue au foot ensemble, il resserre pas assez les jambes, il se prend beaucoup de petits ponts. C'est son principal défaut. Non, mais j'ai pas de défaut à donner à Benoît. C'est quelqu'un honnêtement, je sais pas combien d'années aujourd'hui on se connaît. Je me suis jamais pris la tête une seule fois avec lui, donc j'ai aucun défaut à lui reconnaître. Si ce n'est peut-être que quand on était un peu plus jeune, il était peut-être fermé, pas très sociable. Et avec le temps, il s'est un peu plus ouvert. Mais honnêtement, non, il n'y a pas de défaut particulier le concernant. Kader, tu imaginais, quand tu l'as connu justement au centre de formation du LOSC, qu'il aurait une si belle carrière à haut niveau? Honnêtement, non. Mais on n'y pense même pas, en fait, parce que les années, elles passent. Et en fait, je le vois progresser d'année en année. Quand il quitte le LOSC, je suis surpris de le voir à la Auxerre. Après, je lui fais confiance parce que je sais que c'est quelqu'un d'assez réfléchi et que le choix d'aller à Auxerre, il a été mûrement réfléchi. Et après, on se rend compte qu'en fin de compte, c'était un très bon choix parce qu'à Auxerre, il a fait partie des joueurs cadres très rapidement de cette équipe. C'était quasiment le meilleur joueur de cette équipe. Et ce qui a fait que l'Olympique de Marseille est venu le chercher. Donc, au départ, non, je ne vais pas vous mentir. Mais au fil du temps, je ne suis pas surpris de la carrière qu'il a fait parce que c'était quelqu'un de très régulier et il avait cette maturité, cette culture tactique qui pouvait lui permettre de jouer dans n'importe quelle équipe du haut de tableau en championnat de France de Ligue 1. Kader, c'est quoi le moment où il t'a fait le plus kiffer sur un terrain de foot, Benoît? Quand il me fait kiffer, on avait un truc entre nous quand j'allais le voir sur les terrains, il y avait un petit sifflet et il se touchait l'oreille. À chaque fois qu'il se touchait l'oreille, c'était une petite dédicace pour moi et ça me faisait kiffer parce que c'est vrai que j'ai pas fait la carrière que j'aurais dû faire. Je l'ai vécu à travers Benoît et ça a été une fierté tout au long de sa carrière de le suivre et de rester en contact avec lui. Mais ouais, les fois où il me faisait kiffer, c'est au-delà de ses buts et des gros matchs qu'il a pu faire durant sa carrière. C'était quand il touchait son oreille, c'était une fierté pour moi parce que ça prouvait que le mec il a pas changé, il est resté le même et qu'il m'avait pas oublié tout simplement.
Kader, merci beaucoup d'avoir été de passage dans RMC Mercato. Bien sûr, Benoît, bien sûr. Une petite anecdote sur Kader quand même. Ah bah oui, feu. Là, il est sur le grand écran et c'est bien, et c'est une fierté aussi pour moi de le voir, et je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais quand je signe à l'OM et qu'il vient me voir pour un des premiers matchs, donc à la fin on descend dans le salon des familles, donc c'était vraiment le cercle restreint, les familles, les femmes, les frères, les pères, les tontons, les amis proches, et en fait quand on descend dans ce salon, je dis à Kader, bon, tu vas venir manger avec moi après et tout, et en fait il fait le tour de toutes les tables, et en fait, il connaissait plus de monde, et tout le monde le connaissait plus que moi dans ce salon des familles de l'Olympique de Marseille. Donc je suis content qu'on voit enfin sa tête à la télé, tu vois, qu'on puisse le reconnaître, parce qu'il est connu déjà partout dans tous les stades de France. Ouais, après ça, c'est aussi par rapport au fait que bon, j'ai joué un petit peu au football et qu'aujourd'hui je suis recruteur, donc on me connaît quand même assez bien en France. Bon, c'était un moment de kiff aussi, donc du coup dans le Vélodrome. Merci beaucoup Kader, et puis très bonne journée et bon 1er mai à toi. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer à cette surprise pour Benoît, et c'était avec grand plaisir. Merci Kader. Merci Kader. Avant le quiz du RMC Mercato, moment très attendu, toujours sur le chat de Twitch notamment. Benoît, il y a encore une période dont on n'a pas noté Toronto. On n'a pas noté Toronto. Ça sent le 10 sur 10, je sais pas pourquoi. Non, c'est crescendo, je crois. On va mettre 8. Allez, 8. Pourquoi seulement 8 ? Parce que j'ai un peu moins joué à la fin. Sportivement, c'était quand même moins élevé que ce que j'avais vécu en Europe. C'est par rapport au temps de jeu, mais par rapport au fait de gagner des titres, de s'arrêter sur un titre, l'expérience, et au-delà de l'expérience foot, l'expérience US et canadienne en global, c'était un très très bon souvenir. Benoît, on l'a dit, tu as été donc une légende de l'Olympique de Marseille, tu as tout gagné en France. Une chose manque évidemment quand on regarde ton parcours, c'est une sélection en équipe de France. Tu as été convoqué une fois en A par Raymond Domenech, c'était en mars 2010, mais tu n'avais pas joué cette rencontre contre l'Espagne. Moi, je voulais savoir à quel point ça constitue un regret pour toi, et comment tu expliques tout simplement que tu n'aies pas été à ce moment-là où tu étais à ton prime en équipe de France. L'expliquer, c'est qu'il y avait des joueurs meilleurs que moi, tout simplement. Regret, j'ai pas de regret, parce que la seule chose que je maîtrise, et que je maîtrisais surtout à l'époque, c'était être bon à l'entraînement, être bon en match. Après, c'est les choix d'un coach, d'un sélectionneur. Et c'est sûr qu'on me posait souvent la question, ça veut dire que certaines personnes pensaient à moi, mais c'était pas les bonnes personnes. C'était souvent les journalistes ou des consultants. Mais t'as qu'une seule personne à séduire, c'est le sélectionneur, et il a choisi d'autres personnes, c'est tout. Franchement, j'ai pas d'aigreur ou de regret par rapport à ma carrière. J'ai eu beaucoup l'occasion de porter ce coq en équipe de France de jeunes, en équipe de France Espoir. J'étais capitaine, et j'étais tellement épanoui dans ma carrière en gagnant des titres dans tous les clubs dans lesquels je suis passé, et en étant régulier et en ayant le respect de mes pairs, que voilà, je suis très épanoui avec ça, et j'ai pas de regret par rapport à ça, parce que j'ai tout donné, donc voilà. Et Benoît, tu peux nous raconter ce que c'est pour toi l'enfant de Suresnes Colombe, qui va aller dans plusieurs grands clubs français et va finir par être appelé en équipe de France parce que c'était déjà au château de Clairefontaine, quand tu montes les marches, que tu as les équipements, ce que tu ressens, ce que tu vis, à qui tu penses, à quoi tu penses tout simplement. Ouais, je vais pas être très original. C'est sûr que moi je connaissais bien Clairefontaine, parce qu'en ayant grandi en région parisienne, j'avais fait les sélections départementales, régionales, et à l'époque, je regardais ce château de très près, mais c'était très près, mais très loin aussi, mais ça donnait envie, et c'est sûr que le Stade de France aussi, comme j'ai dit, je suis allé voir des matchs de l'équipe de France, des matchs de la Coupe du Monde 98, parce que j'habitais pas loin, et c'est des choses qui m'ont fait rêver, bien sûr. C'est la consécration ultime de porter ce maillot bleu, et la fierté par rapport à la famille, de dire que tu fais partie des meilleurs d'un pays. C'est assez magique, ouais, c'est assez exceptionnel.
Mais Benoît, quand Jérôme l'a dit, ta convocation, c'est mars 2010, quelques mois avant l'une des pages les plus noires de l'histoire de l'équipe de France avec Naïsna. Quand tu arrives dans ce groupe-là, bon, j'imagine en plus c'est ta première, donc tu dois être accueilli, tu dois être un peu bizuté et tout. Est-ce que tu avais senti quand même la cassure qui allait être encore plus nette au fil des semaines entre le sectionneur Raymond Domenech et son groupe, ou entre les différentes composantes du groupe France? Non, moi ça a été très vite. C'était un rassemblement sur 3-4 jours, je crois, juste avant pour préparer le match de l'Espagne. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps, même si je connaissais la plupart des joueurs qui constituaient l'équipe de France pour avoir joué avec ou contre. Mais non, on pouvait pas s'imaginer ça. Et c'est sûr que quand on voit comment ça s'est passé après, ça me donnait encore moins de regrets. Je me suis dit, tiens, si tu fais partie de l'équipe de France et qu'en plus t'es dans cette galère, voilà, c'est une des pages les plus sombres de l'équipe de France. Donc voilà, mais on pouvait pas présager de ces choses-là à ce moment-là au mois de mars. Benoît, c'est le moment tant attendu, c'est le moment du quiz RMC Mercato. C'est très simple, je te pose une question, tu me réponds du tac au tac avec un nom et une courte explication, s'il te plaît. Tu es prêt ? Je suis prêt. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? Hatem Ben Arfa. Et il trouvait la solution où on pensait qu'il n'y en avait pas. Le joueur le plus fort que tu as affronté ? Sûrement Cristiano Ronaldo. Impressionnant techniquement, mais surtout au niveau athlétique. Le joueur le plus sous-coté avec qui tu as joué ? Peut-être Philippe Violo, que j'ai connu à Auxerre. Je détestais jouer contre lui parce qu'il mettait plein de petits coups. Et en fait, quand j'ai joué avec lui, il m'a rendu la tâche plus facile, et en fait il rendait les autres meilleurs autour de lui. Le joueur le plus sous-coté que tu as affronté ? Benjamin Nivet, un talent extraordinaire, il a fait une carrière géniale, mais je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut. Le joueur le plus surcoté que tu as connu ? Elle est dure celle-là. Plus dur. Après, quand on monte en Ligue 1, en D1 avec Lille, on recrute. Il y a des joueurs comme Mikel Beck, Hector Tapia, qui sont des attaquants et qui gagnaient des gros salaires par rapport à nous qui venions de D2 et qui étaient censés faire la diff et qui ne l'ont pas fait. Donc il y a Vladimir Manchev aussi à l'époque. C'est pas des joueurs très connus, mais on avait beaucoup d'attentes parce que c'était des attaquants qui coûtaient cher et finalement ils ont pas eu le rendu escompté. Le meilleur entraîneur, tu l'as dit, c'est Eric Guéretz, mais le plus mauvais entraîneur qui t'a dirigé ? C'est dur. Ou celui que t'as pas compris ? Mais je vais dire Santini, c'était compliqué de comprendre justement. Le meilleur dirigeant que tu as côtoyé ? Meilleur dirigeant. Ouais, respect à messieurs Hamel, Bourgoin, qui sont disparus en plus, voilà, à Auxerre, ouais, pour ce qu'ils ont construit. Le transfert qui t'a rendu le plus heureux ? Ouais, celui à l'OM. Le transfert qui ne s'est pas fait ? Celui à Bordeaux, on en a parlé. Le club où tu aurais rêvé jouer ? Peut-être Arsenal, quand je regardais les Invincibles, là, à l'époque. Le match le plus fou auquel tu as participé ? Le 5-5 OL. Ah, incroyable. Ton stade préféré ? Le Vélodrome. Et l'ambiance la plus folle que tu as connue dans un stade ? Là, c'est la Turquie. Beşiktaş. Quel match ? C'était en Champions League contre Beşiktaş, c'était l'ancien stade. Ils l'ont refait depuis, il n'y avait que 35 000, je crois. Mais c'était vraiment, tu sentais la pelouse trembler et les supporters chantent fort, tous en même temps, coordonnés, c'est incroyable. Merci beaucoup Benoît d'avoir été notre invité dans RMC Mercato. Merci Benoît. Et on se donne rendez-vous demain évidemment à partir de 20h sur RMC Découverte. Non, alors c'est sur BFM Business et sur la chaîne Twitch RMC Sport à partir de 20h. Et à partir de 20h50 sur RMC Découverte pour vivre ensemble ce match de légende, les 125 ans de l'Olympique de Marseille avec Benoît Chéroux sur le terrain, Rémi Dumont BFM au bord Business, de la pelouse. t'es sûr ? J'ai dit quoi ? BFM Business. Ah non, BFM Marseille. Tu fais bien de me reprendre. Ah bon ? Non, mais on a tellement de chaînes dans le groupe que moi je m'y perds. Moi. Tu vois, Pourquoi ils mettent le M sur Business ? C'est un business aussi, l'OM. CMH, CGM, peut-être, on sait pas, les collusions, hein, on sait C'est pas. peut-être ça, exactement. Merci beaucoup, Benoît. Bon barbecue.
Merci à vous. À Et bientôt. doucement sur les merguez. Elles doivent être froides maintenant. Oh, c'est de notre faute. Salut les garçons. Ciao. Salut.